Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Tirage au sport, l'émission où on traite tous les sports sur le même pied d'égalité. Vanessa Grenier avec vous en compagnie de Gabriel Pro-Garcia. Gabriel, bonjour. Bonjour. Ça va bien cette semaine, Gab? Ça va bien, même je me sens en pleine forme. Je sais pas si ça a rapport avec le bœuf mexicain que j'ai mangé hier, mais je sens un regain de force. Excellent. Donc, ensemble, on va discuter de 7 sujets d'actualité au hasard dans notre tirage au sport. Mais avant tout, on vous présente notre podium des incontournables de la semaine et notre médaille d'or va au Québécois Alex Barré-Boulet qui vient de signer un contrat avec le Lightning de Tampa Bay la semaine dernière. Lui qui avait été ignoré au repêchage est bien content de se retrouver avec une formation aussi talentueuse que le Lightning. Par contre, si on demeure réaliste, on connaît le talent du Lightning. Est-ce que Barré-Boulet va avoir une place au sein du Lightning ou plutôt du club école? C'est sûr j'ai l'impression qu'il va s'enligner vers le club école, mais avec quand même une possibilité de jouer éventuellement avec le Lightning, avec Steven Stamkos, Kucherov et maintenant McDonough qui a été acquis récemment par le Lightning de Tampa Bay. Donc, il va pouvoir s'y retrouver un peu avec un environnement qui mise sur l'offensive et Barré-Boulet avec l'Armada de Blainville qui était un pilier en fait dans l'offensive de Blainville. Oui, il est rendu à 109 points en 61 matchs avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, ça frustre un peu les partisans du Canadien, le fait que la formation n'ait pas démontré plus d'intérêt que ça envers Barré-Boulet. Toi, est-ce que tu penses que le Canadien aurait eu avantage à aller signer un jeune joueur comme lui? Bien, j'ai l'impression qu'on critique, en fait, les claques au visage pleuvent à Montréal. On critique les actions, dont l'année dernière avec l'échange de Piquet-Souban. On critique le manque d'action du côté du Canadien. Donc, au final, quand même, avec l'échange de Tomáš Plekanec, on est allé chercher le jeune Riley, qui est allé à Laval et puis maintenant qui brille de belle manière. Notre médaille d'argent, on la donne à Balou Jean-Yves Tabla, qui a débuté du bon pied sa saison avec le FC Barcelone, avec l'équipe B, et qui a également été convoqué par l'équipe A. Par contre, il n'a finalement pas joué, mais on sent que Barcelone voit du potentiel en Balou Tabla. Oui, c'est sûr, puis il a su faire ses preuves dès son arrivée à Barcelone. Il s'est fait démarquer notamment sur le jeu 1 contre 1, mais également avec sa vision globale du jeu. A fait des belles passes, pris des belles décisions. Donc, déjà là, on lui fait confiance. On l'invite à titre de remplaçant. Donc, on fait confiance à son support qu'il peut apporter à l'équipe A de Barcelone. Donc, pour Tabla, c'est une opportunité en or de pouvoir, en fait, à 18 ans seulement, se retrouver au sein d'une équipe avec un bassin de joueurs aussi fort. Tabla, qui est le premier joueur de l'Académie de l'Impact à être transféré en Europe. Certains le voient comme un talent que l'Impact aurait laissé filer. Toi, tu sembles voir ça d'un œil un petit peu plus positif pour l'Impact. Au contraire, j'ai l'impression que Montréal s'affiche comme étant une destination de développement pour les joueurs. Donc, les jeunes talents, les jeunes recrues vont voir Montréal et vont voir les possibilités de chemin, en fait, de carrière qu'ils vont pouvoir entreprendre par la suite. Donc, de voir la possibilité de se rendre au sein des grosses ligues en Europe. Clairement que certains jeunes espoirs au soccer en général vont trouver Montréal comme une belle... Ça renforce le lien, en fait, de Montréal avec les équipes européennes, d'ailleurs. Oui, surtout avec Rémi Garde qui est arrivé, c'est sûr qu'on a un bon contact. En troisième position, la NFL tenait son combine, là où les espoirs ont la chance de s'illustrer devant les recruteurs. Et des recruteurs qui avaient les yeux ouverts, c'était ceux des Browns qui, grâce à leur saison désastreuse, ont le premier choix au repêchage et ils se doivent de faire un grand coup à ce repêchage. Et par où commencer la reconstruction des Browns de Cleveland? Et, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est une des pires équipes, en fait, une équipe pire que le Canadien de Montréal. Mais d'une chose est sûre, ils ont besoin de corps arrière. Mais le problème avec les Browns de Cleveland, c'est que à tout ce qui touche, tout ce qui passe sous les mains des Browns se transforme en pierre. Donc, il faut être extrêmement prudent avec le repêchage. Et du côté du repêchage, donc on aura les carrières Lamar Jackson et Baker Mayfield qui sont disponibles. Donc, ils intéressent certainement les Browns comme au poste de carrière. Oui, j'ai l'impression qu'on risque de voir un corps arrière être repêché. L'année passée, on a repêché Myles Garrett, qui a bien fait en défensive. J'ai l'impression qu'au niveau de Cleveland, on a un gros trou au sein de la ligne offensive. Donc, avoir Lamar Jackson, qui est un corps arrière très mobile, puis qui est capable de développer, capable de créer des flamèches sur le jeu. Et puis, pour connaître du succès pour les Browns, il faut
posséder le ballon plus longtemps, donner un peu de repos à la défensive. Donc, avec Lamar Jackson, j'ai l'impression que ce serait le meilleur choix pour Cleveland. Donc, tu penses plus pour Lamar Jackson? Oui, moi, j'y vais avec Jackson. Ensuite, on passe à notre partie tirage. Donc, nos sujets au hasard. Et donc, on entend souvent parler de rumeurs sur des possibles affrontements en boxe. De ton côté, si je te demandais quel boxeur, nomme-moi 2 boxeurs d'élite que tu aimerais voir monter dans le ring ensemble. Moi, j'irais avec Manny Pacquiao et Conor McGregor. On en a parlé en décembre dernier avec un possible combat en avril. Bon, visiblement, ça n'arrivera pas, mais on a 2 boxeurs ici qui, bon, en fait, ont connu 2 défaites crève-cœur. Puis les 2 veulent remonter sur le ring, aller chercher une victoire, et c'est clairement un combat qui aurait une belle visibilité. Et puis Conor McGregor, j'aimerais ça qu'il puisse se faire clouer le bec une nouvelle fois par un vieux routier de la boxe de chez Manny Pacquiao. Bon, moi, de mon côté, j'aimerais te proposer un affrontement qu'on attend depuis longtemps, c'est-à-dire l'affrontement entre Adonis Stevenson et son aspirant obligatoire, Eleider Alvarez. On attend ce combat-là depuis 2015, la défense de sa ceinture. On sait que Adonis Stevenson va affronter Badou Jack en mai, mais le prochain, est-ce que ça pourrait être enfin Eleider Alvarez? On ne sait pas. L'espèce de jeu de tag va peut-être être perpétuel, qui sait. Une chose est sûre, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec toi, comme quoi ça serait un combat qui serait assez intéressant à voir. Et puis, est-ce que finalement, Adonis Stevenson va pouvoir mettre ses culottes et affronter Alvarez? Ça, c'est ce qui est à voir. On a hâte. On a hâte, certain. Donc, on enchaîne. Au curling, le Canada a déjà été plus dominant. Donc, avec une seule médaille aux derniers Jeux olympiques à Pyeongchang, médaille en mix. Donc, on peut être un petit peu déçu parce que le Canada, historiquement, nous a habitués à une plus grande puissance. Exactement. En fait, c'est un acquis au Canada de remporter des médailles olympiques. Ça n'a pas été le cas cette année. Donc, oui, on se pose des questions. Les critiques fusent un peu de partout. On se remet en question, en fait, le mode de sélection des athlètes. On pense, en fait, qu'il ne serait pas avantageux et qu'il ne permettrait pas de sélectionner les meilleurs athlètes au Canada. Par exemple, on oublie quelque chose. À la base du curling, ça reste un sport. Le sport est un niveau d'impondérable et c'est ce qu'on a vu aux Jeux olympiques. En fait, le Canada a perdu. Par contre, ça reste juste une mauvaise performance de l'équipe canadienne qui va, sans aucun doute, se retrousser les manches prochainement. Et du côté du mix, par contre, c'est encourageant. Caitlin Naz et John Morris ont été très dominants lors du tournoi. Et ils sont tous les deux quand même assez jeunes. On risque de les revoir quand même aux prochains Jeux olympiques. Oh, sans aucun doute, mais avec une nouvelle discipline, justement. Donc, le Canada, avec 3 disciplines différentes au curling, on pourrait possiblement aller chercher d'autres médailles dans les prochains. Et puis, on a un certain rajeunissement. De plus en plus de personnes s'intéressent au curling. Donc, éventuellement, le Canada, on a un certain bassin de joueurs qui est en croissance. Donc, la popularité est toujours là, surtout dans l'Ouest canadien. La saison de misère du Canadien tire à sa fin. Et là, on veut savoir quel membre de l'organisation qui serait le plus susceptible de quitter la formation à la fin de la saison, que ce soit joueur, directeur général ou entraîneur. Donc, on sait que plusieurs aspects font défaut chez le Canadien. Donc, qui est le plus susceptible de s'en aller? Grosse surprise, Max Pacioretty. On voulait voir ce qu'il voulait faire prochainement. On s'attendait de lui. En fait, je ne sais pas pourquoi on le gardait au sein de Montréal aussi longtemps, mais on voulait voir qu'est-ce qu'il était capable de faire. Finalement, on a étiré la sauce, La sauce est cramée, noire, calcinée. Je ne mangerai pas de ces spaghettis-là, moi. Mais l'absence de Pacioretty, maintenant, en fait, avec sa blessure, va permettre peut-être à Montréal de s'ouvrir les yeux et de se rendre compte que Pacioretty n'est peut-être pas si nécessaire que ça au sein de la formation. Et avec des jeunes comme Charles Hudon, Nikita Sherbak, Victor Mété, donc on a un certain bassin de jeunes et on peut les développer, puis Pacioretty, en ce moment, ne fait pas ça. Sinon, un membre de l'organisation qui semble coller à l'organisation, c'est Marc Bergevin. Et il ne fait pas l'unanimité ces temps-ci. On a été patient avec Marc Bergevin. Est-ce que ça ne serait pas le temps de la fin pour notre directeur général? Et surtout cette année, je pense que Marc Bergevin pourrait se construire 10 entrées de garage avec le nombre de pierres qui s'est fait lancer, avec des belles entrées pavées. Non, on a besoin d'un renouveau et ça passe par le repêchage, par les joueurs qu'on amène à Montréal. Et clairement, ça commence avec Marc Bergevin. Peu de champions de la UFC réussissent à demeurer au sommet pendant longtemps.
Donc, on a longtemps eu Georges Saint-Pierre, mais là, il semble vouloir prendre du recul par rapport à sa carrière. Sinon, on a Conor McGregor, mais lui, il semble un peu vouloir explorer des nouvelles avenues. Donc, est-ce que ce mouvement-là dans la UFC, est-ce que c'est bon pour le sport? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nuance entre le bénéfique pour le sport et ce qui est bénéfique pour le portefeuille de la Ligue. Donc oui, on sait les grosses têtes d'affiche comme Conor McGregor, Georges Saint-Pierre dans le temps amenaient beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est sain d'avoir autant de joueurs qui sont en tête d'affiche pour aussi longtemps? Si je me fie au dernier Super Bowl, les Patriots, on dirait qu'il y avait plus de gens qui étaient contents d'avoir les Patriots perdre que de voir les Eagles gagner. Donc j'ai l'impression que c'est excessivement sain pour un sport d'avoir un renouvellement dans ses têtes d'affiche. Je suis très d'accord avec toi. C'est super bon pour le sport quand la compétition est égale, quand les matchs sont serrés. Les partisans veulent voir quand même des affrontements serrés. C'est bon aussi pour le sport. Oui, c'est sûr. Et puis, ça démontre en fait que le niveau de la compétition est à un niveau stable et à un niveau équilibré. Donc, clairement, avec le UFC, si on avait un combattant, un peu comme à la Sergey Kovalev en ce moment, à la boxe, qui domine complètement, peu personne, en fait, veut affronter Kovalev. Donc, j'ai l'impression qu'avec un renouvellement dans les têtes d'affiche, ça permet justement d'avoir un peu plus de... Je trouve qu'en fait, c'est bénéfique pour le sport. Excellent. Ensuite, durant la saison morte de baseball, les Angels de Los Angeles ont mis sous contrat le japonais Shohei Ohtani. Donc, Ohtani est reconnu comme étant autant un bon lanceur qu'un bon frappeur. Donc, un beau problème de polyvalence dans son cas. On sait qu'au baseball, c'est difficile d'occuper deux positions, mais les Angels semblent vouloir donner la chance à Ohtani d'essayer de faire une petite rotation entre les deux. Oui, puis chez les joueurs, on recherche toujours de la polyvalence, en fait. Dans n'importe quel sport, on veut un joueur qui va être complet, qui va pouvoir couvrir tous les aspects du jeu, mais dans un sport d'équipe comme le baseball, même comme le hockey, le football, chaque joueur a un rôle précis et il faut s'assurer qu'il puisse remplir à 100% ce rôle-là avant de se lancer vers une deuxième position. Donc ici, les Angels, on a besoin d'un lanceur et on a besoin d'un lanceur qui va être constant, qui va mener loin. Avec 162 matchs dans une saison de baseball, on ne peut pas se permettre d'avoir des baisses de régime. La position de lanceur, qui est une position technique, également la position de frappeur. Donc, comme tu dis, dans le baseball, il faut vraiment être spécialisé dans ce qu'on fait. Et puis, une saison de 162 matchs, si on essaye d'aller jouer à deux positions différentes, ça ne peut pas risquer d'amener des blessures, peut-être de la fatigue chez le joueur. Mais surtout, en fait, que l'épaule est très fragile chez les lanceurs. Donc, nécessairement, de se retrouver derrière le bâton, lancer pendant 162 matchs, un match de série, chaque lancer compte. Donc, il faut préserver la santé de ses joueurs. Maintenant, on parle de Sidney Crosby qui a atteint le cap des 1100 points en carrière. C'est arrivé contre les Flyers hier soir dans une victoire de 5-2. Donc, pour Sidney Crosby, ça a été un début de saison lent. C'est ce qui explique qu'il est seulement au 11e rang des pointeurs dans la Ligue nationale et il est à peu près au 47e rang au niveau des marqueurs. Donc, saison lente, mais il est vraiment remis sur pied. Oui, puis moi, ce qui me fascine avec Sidney Crosby, c'est le retour au jeu qu'il a su faire après les blessures, les commotions cérébrales. Et puis, avec ce 1100e point, démontre clairement qu'il est au sommet de la Ligue, en fait, comme en tant que marqueur. Et puis, c'est un joueur très complet, un joueur d'équipe, lui qui évolue en duo avec Evgeny Malkin. C'est un des duos les plus prolifiques de la Ligue. Donc, Sidney Crosby, c'est toujours intéressant de le voir jouer à chaque année. Et depuis 2005, on a droit au débat Sidney Crosby, Alex Ovechkin, lequel est meilleur entre les deux? Ovechkin qui a fait les manchettes récemment également pour son 40e point de la saison, son 40e but de la saison. Donc, selon toi, lequel tu favorises? J'ai l'impression que je vais y aller un peu plus avec Ovechkin, étant donné que la constance et puis, contrairement à Crosby, a su prévenir certaines blessures. Mais il est à sa 9e saison avec plus de 40 buts. Il y a 6 joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont réussi à atteindre ce plateau-là. Et dans ces 6 joueurs-là, il y a Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Donc, Ovechkin, c'est un peu le LeBron James du hockey. Il n'y a pas de championnat, mais c'est nettement un des meilleurs joueurs. Et on termine avec la jeune étoile des 76ers de Philadelphie, Markelle Fultz, qui est toujours blessé à son épaule et qui devra être
patient avant d'effectuer son retour, donc qu'il ne reviendra probablement pas au jeu avant la fin de la saison. Les dirigeants sont prudents dans son cas. Il est jeune, c'est sa première saison dans la NBA. Et puis, dans le cas des 76ers, ils sont 6e au classement, milieu de classement. Donc, de l'avoir ou de ne pas l'avoir dans la formation, on peut dire que pour la saison actuelle, ça ne change pas grand-chose. Et surtout qu'il faut miser sur le long terme, en fait. Il faut préserver ces jeunes joueurs et d'aller chercher, de forcer un retour au jeu hâtif. On l'a vu, on vient de parler de Sidney Crosby avec sa commotion cérébrale, c'est un peu le même principe. Il y a Robert Griffin III dans la NFL avec les Redskins qui était revenu dans un match avec une blessure au genou. Et puis maintenant, RG3 est absent de la Ligue. Donc, clairement, j'ai l'impression qu'une jeune recrue comme ça, et Philadelphie a besoin de ce joueur-là. Donc, il faut miser sur le long terme. Et comme tu l'as mentionné, on n'a pas besoin d'aller chercher nécessairement plusieurs places de plus au classement. Et pour une vingtaine de matchs à jouer, c'est pas nécessaire. Il faut préserver ce joueur-là. Puis les blessures sont chose courante dans toute équipe sportive. Ça a été le cas des 76ers la saison dernière avec Ben Simmons, avec Joel Embiid. Donc, ils sont habitués de dealer avec les blessures. Oui, ils sont passés à travers ce genre de situation-là. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont savoir gérer et puis d'y aller de manière un peu plus conservatrice avec ça. Donc, c'est ce qui conclut cette émission et on vous invite dès maintenant à aller répondre à notre question de la semaine sur Twitter avec le mot-clé tirage au sport. Et cette semaine, on veut savoir quels sont les joueurs à surveiller en vue du repêchage de la Ligue nationale. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même poste pour votre tirage au sport.